Bonjour, bien le bonsoir, chers auditeurs de là où vous nous écoutez. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un profil qu'on n'a pas encore reçu jusqu'à présent, un homme politique et aussi un entrepreneur. Et il s'agit ni plus ni moins de Monsieur Jerry Tama Komandega. Monsieur Jerry, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Non, bon, ben, je vais bien, sauf une partie de mon corps qui se porte beaucoup moins bien, mais en dehors de ça, je pense que le reste, ça va. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu sur les réseaux, parce qu'il faut aussi le dire, vous êtes très actif sur Facebook. Et voilà, il y a je crois, il y a un mois de cela ou un peu plus, vous nous avez annoncé que vous aviez fait une chute et ce qui vous a coûté une rupture des ligaments croisés, une double fracture. Bon, au moment où nous faisons cet enregistrement, j'espère que voilà, vous récupérez déjà bien. Je suis déjà passé par là aussi, j'ai eu une rupture du ligament croisé et je peux vous dire que je comprends très, 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 très bien ce que vous vivez en ce moment. Donc, beaucoup de courage et puis prompt rétablissement à vous. Merci beaucoup. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de cette émission, c'est-à-dire la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Jerry Tama est une étoile du bled à plusieurs casquettes. Ancien officier de l'armée togolaise, blogueur, écrivain, homme politique, député à l'Assemblée nationale et aussi entrepreneur insatiable. Qui est donc cet homme aux engagements aussi variés? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer sur l'ensemble de cet épisode. Et ma foi, la tâche s'annonce compliquée pour si peu de temps, car il y a tellement de choses que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Jerry. Tout part du 2 février 1975, quelque part au nord du Togo, à Siou précisément, où M. Jerry voit le jour d'un père docteur agronome et d'une mère institutrice, ce qui laisse deviner un cadre idéal pour une éducation scolaire sérieuse. Le coche est bon, vous faites votre école secondaire au collège Chaminade à Kara, puis vous obtenez votre bac scientifique en 1995 au collège protestant de Lomé-Tokoin. Après le bac, vous faites une licence en sociologie de la communication et en 1999, vous rejoignez l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France où vous obtenez un diplôme d'officier et une maîtrise en droit international humanitaire en 2002. Vous faites ensuite une spécialisation en combat blindé à Saumur. Puis vous rentrez au pays où vous servez dans un régiment blindé des forces armées togolaises avant de partir en 2004 pour la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission onusienne de maintien de la paix. Vous y serez commandant du peloton blindé du sous-groupement togolais basé à Zuenoula, si je ne me trompe pas. En 2008, vous êtes en disponibilité, ce qui vous permet de vous lancer dans un master en communication et de publier en avril 2009 aussi votre premier ouvrage, Parcours de combattant aux éditions Harmattan. Pour vous donner un bref aperçu, chers auditeurs, l'histoire se déroule dans l'état imaginaire du Kigoland, quelque part en Afrique de l'Est, où un casque bleu tombe amoureux d'une belle Kingolandaise qu'il cherche à faire sortir à tout prix du pays en guerre, alors que cette dernière, quoique aussi éprise du militaire français, ne veut pas partir sans avoir au préalable vengé l'assassinat de son père. Bon, je n'en dis pas plus, je vous laisse aller regarder par vous-même et vous voudrez bien noter que ce roman obtiendra le prix littéraire de la Saint-Cyrienne en 2010. Ce qui en dit long sur la qualité du produit de cette œuvre. Revenons à vous, Monsieur Géry. Vous quittez l'armée en 2011 pour vous lancer dans les affaires et aussi vous engager en politique. C'est alors qu'au lendemain de la 52e année d'indépendance du Togo, c'est-à-dire le 28 avril 2012, vous créez votre parti, le Nouvel Engagement Togolais, également connu sous l'acronyme NETS.
S'ensuit la publication du recueil de nouvelles chroniques de la caserne en juillet 2012, sur lequel nous allons nous pencher tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, bien entendu. Alors, sur le plan politique, vous vous présentez aux élections législatives en 2013, puis aux élections présidentielles en 2015, où vous finissez quatrième, et enfin, vous vous présentez également aux législatives de 2019, où votre parti obtient 3 sièges sur les 91 à pourvoir. Aujourd'hui, vous êtes un homme politique et un homme d'affaires accompli, ou presque. Ce sera à vous de nous en dire un peu plus au fil de cette émission. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une petite question, Monsieur Jerry. Aurez-vous un complément d'information ou une correction à apporter à ce petit élément de présentation? Oui, trois petits détails. Le premier, je quitte le collège Chaminade. Je le revendique toujours. Hein, je suis peut-être l'un des rares à le revendiquer. Je quitte le collège Chaminade à exclu de l'établissement pour une discipline, en étant troisième de ma classe avec 14 de moyenne. Okay. Donc ça, c'est quelque chose à préciser. J'obtiens le bac, pas au collège Protestant. J'ai fait le collège Protestant en 91, mais j'ai obtenu le bac au lycée de Niamtougou, donc en 95. D'accord. Et dernier élément, je n'ai pas quitté l'armée en 2011. 2011, c'est ma radiation des listes de contrôle des forces armées togolaises, mais j'ai quitté l'armée en 2008. J'étais instructeur à l'EPOFAT. Et donc, 2008 et en 2011, je démissionne officiellement parce que le premier départ, c'était une mise en disponibilité. Donc voilà, c'est les quelques petits détails. Mais bon, pour le reste, ça va. Ah, super. Merci beaucoup pour ces petites corrections. Du coup, voilà, du genre, ça va. Ce document nous sert aussi quelque part de source d'information. Donc, c'est bien d'avoir des sources fiables venant de vous-même. Donc, Monsieur Jerry, en fait, dans cette partie de présentation, il y a 2 volets. Il y a le premier volet où voilà, on parle d'aspects un peu plus généraux. Et il y a une autre partie où on essaye voilà, d'en savoir un peu plus sur l'invité, de rentrer peut-être un tout petit peu dans son intimité ou dans sa façon de voir le monde, dans sa philosophie de vie. Du coup, j'ai quelques petites questions que j'appelle les questions toucaratives que je vais vous poser. Et voilà, libre à vous de répondre comme il vous vient en tête et voilà, comme vous le sentez. Alors, non, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que vous étiez fait mal aux pieds. Et du coup, moi, j'ai envie de vous demander, en ce moment précis, c'est quoi le plus dur avec la mobilité réduite? C'est quoi le plus dur? Assez curieusement, il n'y a rien de difficile. En réalité, c'est que j'ai une double vie. J'ai une vie certes trépidante. Je suis tout le temps sur le terrain avec beaucoup d'actions et d'activités dangereuses. Mais je suis aussi quelqu'un qui est un gros casanier, qui reste souvent les week-ends à la maison. Donc, assez curieusement, parce que j'ai eu l'accident le 24 octobre, hein, donc ça fait quasiment plus de 2 mois. Bon, ça fait maintenant 2 mois que je suis là. Mais je n'ai quasiment jamais ressenti une sorte de manque parce que, ben, vous le dites, je suis très présent d'abord sur les réseaux sociaux. Je suis écrivain. Aujourd'hui, grâce à nos réseaux sociaux de type WhatsApp, on peut coordonner quasiment toutes nos activités à partir d'un seul lieu. Donc, disons que je n'ai pas ressenti un besoin particulier ou bien un manque particulier parce que j'ai pu continuer quand même à faire tout ce que je pouvais faire. Bien entendu, on a intégré le principe que je ne peux plus me déplacer ou aussi facilement que je le voulais. Mais bon, honnêtement, non, j'ai pas souffert de cette période. Hein, j'ai eu des journées très remplies du matin au soir. J'ai pu organiser toutes les activités parce que ben, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, qui font des choses pour moi. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec par exemple WhatsApp, tu envoies quelqu'un, il va y prendre une vidéo, il t'envoie, tu vois ce qu'il y a, tu corriges. Donc, disons que voilà. Bon, maintenant après, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as ce que j'ai eu, ben, tu as surtout... En réalité, la période de rétablissement, ce n'est pas elle qui est difficile. La période de rétablissement, en réalité, tu as une attelle, bon, ça va. C'est la rééducation qui est compliquée avec les... Donc voilà, nous y sommes. Mais bon, je suis quelqu'un qui résiste plutôt bien à la douleur. Et puis, j'ai intégré le fait aussi que ce genre de rééducation met du temps, où on en a pour 2 ou 3 mois, donc ça va. Je l'ai intégré, donc une fois que c'est dans la tête, c'est calé, il n'y a plus de difficultés. Ah, ok. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que vous vivez ce moment plutôt bien.
Et Oui, oui. du coup, je vous pose une deuxième question. Pour vous, quel est l'endroit de la ville de Lomé qui rime absolument avec détente? L'endroit de la ville de Lemay, c'est la plage. Moi, j'aime bien aller, par exemple, à, à Ruben, non, comme Marcello Beach. Mhm. Parfois à 22h, 23h. Autrefois, bon, quand je n'étais pas très connu, ça allait. Maintenant que je suis connu, tout le monde vient dire bonjour, honorable, ça m'emmerde. Mais bon, c'est-à-dire qu'aller à Marcello Beach à 22h, 23h, quand tout le monde est parti, se retrouver seul vis-à-vis de la plage, ouais, je pense que c'est le pied. Moi, en tout cas, bon, les endroits où on peut avoir de la plage pour soi tout seul et profiter donc du vent marin, tout ça, ça va. J'ai des embarcations, mais bon, c'est pas moi, j'ai un bateau, j'ai deux pirogues. Je ne peux pas en parler parce que ben, tout le monde n'a pas l'avantage de le faire, donc je ne peux pas dire que Mhm. c'est un exemple. Mais pour moi, quel que soit l'endroit, même quelle que soit la petite baraque qu'il y a, où on peut rester à la plage, face à la mer, dans la tranquillité, ne pas voir. Parce que malheureusement, il y a des bars à Lomé, tu arrives, les gens font tellement de musique que Mhm. tu n'es plus en communion avec la plage. Mais moi, Mhm. mon coin petit, je reste quand même Makelo Beach. Mais bon, il ne faut pas que demain quelqu'un dise que faire la publicité de Makelo Beach. Quoi. Tous les endroits où on peut rester face à la plage et se faire plaisir. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bien noté. Alors, pour finir sur cette partie, on va jouer un peu sur, comment dire, sur l'acronyme de votre parti politique, NET, qui quelque part aussi peut vouloir dire clair et net. Donc, je vais vous poser peut-être deux, trois petites questions et vous me direz pour vous si c'est net, c'est-à-dire clair et net, si c'est pas net du tout, si c'est pas encore clairement défini, ou si c'est niet, c'est-à-dire non. Donc, Ok. pour vous, le foufou avec la sauce gombo, c'est net Niet, ou pas net? niet, 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 niet. C'est quelle histoire ça? Je vous pose cette question parce que j'ai reçu récemment Benjamin Boukpeti, le médaillé olympique Ouais. togolais, et il disait que lui, en fait, c'était ça sa passion. Donc après, moi, je me suis trouvé un peu comme parce que je me disais, j'ai jamais vu ça avant. Et après, je me Non, suis dit, non. il fallait que je pose la question à d'autres personnes pour savoir, en fait, si c'était Non, moi qui étais à on l'ouest. peut faire du foufou et découper un morceau de gombo pour mettre dans la sauce. Hmm. Mais faire de la sauce gombo avec le foufou, niet. Ah, en tout cas, si jamais il vous arrive de recevoir notre Benjamin Boupeti national, en tout cas, sachez que c'est Non, comme ça que je vous lui sais par ferez exemple que plaisir. des gens, moi j'en ai mangé au Cameroun, des gens mangent le riz avec sauce gombo, Hmm. ils appellent Accra, mais bon, le foufou avec sauce gombo, bon, Ouais. personnellement, voilà, c'est pas bon. Sinon, quel serait donc votre plat préféré? Le foufou avec sauce arachide, Ah, d'accord, d'accord. Ça, avec c'est déjà beaucoup plus de la commun. viande de porc fumé. Ça, Ah, c'est une tuerie. je ne suis pas un grand amoureux de foufou, mais après, avec le porc fumé, la sauce arachide, je pense que je pourrais faire un petit effort. Ça, c'est une vraie Alors, tuerie. hmm, votre fils qui, à son âge, à l'âge actuel, votre fils aîné, veut vous accompagner faire de la plongée sous-marine ou de l'escalade. Ben, s'il est formé, oui. Oui, oui. Par exemple, je fais pas de la grande escalade avec mon fils, il a 7 ans, mais Hmm. je fais de l'escalade avec lui. La plongée sous-marine, c'est à partir de 12 ans, donc pour le moment, il n'a pas l'âge. Mais s'il a Ok. 12 ans et il a été formé, parce que par exemple, la plongée sous-marine, il faut avoir un brevet. S'il a le brevet, oui, pourquoi pas. Ah, d'accord, c'est noté. Et enfin, pour terminer, une participation aux prochaines élections présidentielles Oui, en oui, 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 2025. oui, 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 avec beaucoup de oui. Ah, Même si dans ma projection, je le dis tous les jours, je serai mûr pour être président en 2030. Mais en 2025, on va commencer à arranger le point. le terrain. Ok, bah Mm. c'est très bien noté. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette aventure. Merci beaucoup. Il Et faut revenir voter pour moi. d'accord, c'est noté. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout de cette première partie. On va bien passer à la deuxième partie qui consistera à aborder votre œuvre. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marat, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Monsieur Jerry, vous savez, en me réservant le droit de faire fausse route,
comme ça, tout bêtement, moi, je fais facilement l'association entre écrivain, enfin, entre le profil d'écrivain et homme politique. Mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile de le faire, par exemple, entre militaire et écrivain, ou militaire et entrepreneur, ou entrepreneur et homme politique. Et pour moi, c'est ce qui rend vraiment atypique votre parcours. Alors, j'aimerais déjà en fait savoir si il y a des éléments, des personnes ou des moments de votre enfance ou de votre jeunesse qui vous ont prédestiné ou préparé en fait à cette trajectoire-là. Oui, je pense que moi, vous savez, moi, je le dis toujours, je suis un garçon du village. Mm. J'ai grandi entre Pia. Pia Kadika, c'est dans la montagne, hein, c'est à 600-700 mètres d'altitude. Et Sioux, c'est donc entre les Naouda et les Kabiès, c'est deux peuples qui ont une tradition guerrière, qui ont une tradition de chasseurs. Et donc, du coup, tout ce qui est prédestiné pour l'aventure, je peux dire que j'étais déjà préparé à ça. J'ai grandi, j'ai toujours un gros appétit pour la lecture. Mon père m'a offert très tôt des bouquins, au départ c'est des bandes dessinées. Et donc disons que j'ai toujours une grande appétence pour la lecture. C'est peut-être la politique où les gens ne m'attendaient pas parce que j'étais plutôt, certes, un peu indiscipliné, je l'ai dit, hein, j'ai été exclu pour indiscipline. Mais voilà. Mais au même moment, si on parle du principe que j'ai créé, déjà à partir de la troisième, j'ai commencé à créer des associations. Et comme nous étions dans les années 90, c'était des associations qui avaient des penchants pour la politique. On peut dire que oui, très tôt, de toute façon, j'ai montré un attachement pour les trois, entre guillemets, les trois activités aujourd'hui qui me caractérisent. Ok, d'accord. Là, on ne peut plus clair. Et du coup, vous avez fait tellement de choses que voilà, j'aimerais aborder un aspect de chacune des activités dans lesquelles vous versez. Du coup, je vais commencer avec la politique en en regardant un peu sur Internet ce que vous faisiez. Il y a un petit élément qui a retenu mon attention sur Wikipédia, c'était que votre parti politique était défini comme étant du centre. Du coup, je ne sais pas si Oui. vous partagez cet avis et si c'est le cas, j'aimerais que voilà, vous nous édifiez un peu plus sur ce que cela signifierait. Non, en réalité, vous savez, aujourd'hui, au niveau des idéologies politiques, surtout en Europe où vous vivez, vous avez les républicains, les socialistes et les centristes. Oui. Le centrisme, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'idéologie, parce que c'est une idéologie aujourd'hui. Voilà, c'est que le centrisme, parce que pour ceux qui ne comprennent pas les subtilités politiques, on pense que le centre, c'est dire, bon, je ne suis ni de, par exemple, au Togo, c'est Jean, je ne suis ni du UNIR, ni de l'opposition radicale. Non, le centrisme, c'est une idéologie politique basée sur le progressisme, l'humanisme et le pragmatisme. Et aujourd'hui, il y a même une internationale centriste à laquelle nous adhérons. Donc, en réalité, quand on dit qu'on est du centre, ceux qui ne comprennent pas ne savent pas qu'il s'agit d'une idéologie. En fait, c'est comprendre, bien entendu, le libéralisme, parce que nous sommes dans un libéralisme économique, mais on ne veut pas mettre en place un libéralisme débridé. Donc, c'est un libéralisme, c'est un peu le national-socialisme qu'on trouve en Allemagne, et c'est un peu même à la limite ce que Macron était au départ de son truc. Donc, c'est une sorte de libéralisme économique et social plutôt, où on associe les avantages, entre guillemets, du capitalisme avec la protection sociale du socialisme. Voilà, donc c'est beaucoup plus ça. C'est pas, moi j'entends parfois les gens dire ouais, mais si vous êtes centriste, ça veut dire que vous n'avez pas d'opposition. Non, c'est une idéologie et nous associons à cette idéologie-là qui nous permet aujourd'hui d'arrondir les angles. C'est ça qui nous permet aujourd'hui, quand nous trouvons que le parti au pouvoir fait bien, on dit que c'est bien parce que nous sommes dans la pragmatique. Et quand nos amis, certains partis de l'opposition ne font pas bien, on dit que c'est pas bien. Bon, les gens nous insultent, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà qui est super clair et net et je vous en remercie. Et du coup, là, je vais passer à un deuxième aspect de votre palette, c'est la fibre entrepreneuriale. Du coup, il y a tellement de choses que vous avez faites. Moi, je ne pourrais pas toutes les citer, je ne les connais même pas toutes. Mais j'aimerais aussi, pour que les gens soient au courant, aborder, je pense, un projet qui est né il n'y a pas très longtemps. Et
et qui verse dans l'entrepreneuriat touristique. En grand amoureux de la nature, vous investissez énormément dans l'écotourisme. Là, par exemple, pour information de nos auditeurs, il y a le projet Kajika qui est un site touristique situé à Danyi, à l'ouest du Togo, qui se veut un espace de repos, de détente et de remise en forme. Alors, promouvant une expérience qui rapproche le visiteur au plus près de l'environnement et de la nature, le site mise principalement sur le camping et dispose de 20 tentes et 20 tentes de 3 places chacune. Donc, le site propose aussi des logements en dur, auxquels s'ajouteront éventuellement 3 autres logements en dur et 5 chalets pour les citadins qui auront un peu plus de mal à se défaire complètement de leurs habitudes de la ville. Alors, un séjour sur le site inclut aussi un tour à une cascade encore vierge de touristes qu'on peut aborder en hauteur et qui offre différentes possibilités de baignade. Cette cascade-là se trouve à environ 8 km du site et pour s'y rendre, 6 km sont à parcourir en voiture ou à vélo et les deux derniers kilomètres à pied. Alors, à ce niveau, j'aimerais aussi ajouter que c'est déjà pas le premier projet que vous lancez comme ça, parce que je me rappelle qu'en 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai eu l'occasion de visiter un autre site écotouristique que vous aviez pas très loin de chez vous, à Niamtougou, avec mon grand frère à moi, Aftal Sissé. Donc, j'aimerais en fait déjà vous demander qu'est-ce qui vous attire vers l'écotourisme et puis qu'est-ce qui fait en fait la particularité de l'offre que vous proposez voilà, avec ces projets-là? Non, disons que vous savez, le Togo est un miracle touristique et un gâchis touristique. C'est-à-dire qu'un miracle touristique parce que il y a tellement de choses qu'il faut juste un peu valoriser pour attirer, que ce soit un tourisme extérieur ou bien intérieur, et un gâchis parce que justement on ne fait rien. Moi, la plupart du temps, mes projets touristiques s'adressent d'abord à un coup de cœur et ensuite s'adressent aussi à un besoin que je ressens. Moi, par exemple, comme vous l'avez dit, je vais sortir souvent, j'aime bien camper, mais la région qui est la plus fabuleuse pour le camping, c'est la région des plateaux, surtout la zone de Danyi qui est en montagne où le climat est super, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que quand je veux par exemple camper, ce qui est bien parce que c'est le camping, vous qui êtes en Europe, vous savez que c'est une activité qui permet de se réconcilier avec la nature, mais la plupart du temps, on n'a pas d'offre. Hein, la dernière fois que j'ai voulu camper quelque part, on m'a amené des tentes qui puaient la mort. On a été envahi par des moustiques, des fourmis la nuit, ainsi de suite. Il n'y avait pas à manger tout ça. Donc, du coup, j'ai voulu d'abord, dans un premier temps, mettre ce site-là. D'abord, c'est pour moi. Après, okay. je suis sur 6 hectares, sur une altitude de 860 mètres. Et je me suis dit, moi-même, combien de fois je pourrais y aller? Pourquoi ne pas reproduire ce que j'ai voulu faire à Siwa à l'époque, mais qui était très loin et qui ne répondait pas aujourd'hui aux obligations, par exemple, de climat que je souhaite avoir aujourd'hui dans la région. Donc, c'est pour ça que on a étendu donc l'expérience. Aujourd'hui, sur le long terme, on aura 50 emplacements de tentes avec donc une capacité d'aller à près de 100 personnes qui peuvent venir bivouaquer, des bâtiments en dur. Et puis, en réalité, on a jusqu'à 3 cascades dans le secteur qui sont des cascades qui ne sont pas trop envahies, mais qui offrent quand même une expérience de rencontre avec la nature inédite. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que nous avons du potentiel. Moi, je n'ai pas forcément les financements pour. Et malheureusement, les étrangers qui sont dans notre pays, qui ont de l'argent, ne pensent pas forcément aller à l'intérieur du pays parce que tout le monde se limite à Lomé. Voilà, donc je connais des gens qui ont investi dans ce truc-là, qui parfois même certains se retrouvent. Donc voilà, mais je le fais en me disant, si par hasard ça ne marche pas, ce sera pour moi et pour ma famille où on ira rester le week-end. Donc voilà, c'est beaucoup plus une expérience familiale que j'étends. Et puis je pense beaucoup plus à vous de la diaspora. Combien de fois je n'ai pas des gens qui rentrent et qui disent oui, mais bon, on allait à Palimé, on allait à la cascade de Wamé, on a dormi et puis on est revenu. Alors qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas dans la cascade de Wamé, elle est tellement préhabitée et donc on finit par soit dormir dans un hôtel en pleine villa à Palimé,
Alors que ben, pour moi, je pars du principe, moi j'ai vécu aussi comme vous un peu longtemps en Europe. Quand on revient au Togo, on a quand même envie d'aller dans la nature. On revient avec des enfants, on aimerait aller dans une ferme, leur montrer ce que c'est qu'une poule, une pintade, ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qui manquent. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais, mais je le fais en dilettante, je ne le fais pas avec... c'est pas un investissement, ça va peut-être mettre 2 ou 3 ans pour se mettre en place. Je le fais progressivement et puis j'avance à mon rythme. Ok, en tout cas, franchement, moi, j'espère en tout cas que le projet va trouver preneur dans le sens de la clientèle, parce que cela peut vous surprendre. Je suis régulièrement à Lomé et la plupart du temps, bon, souvent je suis parti avec des amis à Danyi. Pour la plupart, ce sont des amis qui sont sur place et qui fréquentent très régulièrement ces endroits-là. Et du coup, c'est même eux qui me font découvrir ces endroits-là. Donc, je me dis, c'est vrai que, bon, on pense la diaspora, forcément, il va avoir un très bon public pour visiter et puis loger, faire des séjours courts dans ce type d'espace. Mais quand même, il y a quand même, comment dire, un public consommateur qui grandit au pays même, hein, je pense. Oui, oui, non, non, mais Je je pense. suis parfaitement d'accord avec vous. Au fait, le vrai problème que nous avons à Lomé, ben, c'est qu'une fois que tu allais à Palimé, une fois tu es revenu, tu n'as plus nulle part où aller. C'est le vrai problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que le Togo est un miracle touristique. Il y a quelqu'un qui vient de monter un site là au niveau de la à Bobo. Ah oui, Euh, voilà, ben, aujourd'hui c'est Madakrevake. rempli parce que ben, voilà, je vois que les gens y vont souvent parce que ben, on a quand même une classe moyenne qui existe, qui a envie de découvrir, qui les week-ends a envie de sortir. Il y a les enfants ont besoin de sortir. Et malheureusement, ben, il n'y a pas beaucoup de destinations. Il y en a pas beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, le site de Danny, il est à 2h30 à peu près, maximum 3 heures de Lomé. Mm. Pour quelqu'un qui veut passer le week-end, il peut quitter vendredi après-midi, aller dormir là-bas et puis passer tout le week-end ou bien samedi matin et revenir dimanche. Oui, Donc, je oui. pense que ça peut être intéressant. Mais bon, comme je l'ai dit, après, le vrai problème du Togo, c'est la ressource humaine. Voilà. C'est-à-dire que tu montes un site comme ça, il faut que les gens qui sont sur place tiennent la route. Sinon, ben voilà, des gens vont. Quelqu'un va quitter, faire 3 heures de temps, arriver là-bas et puis il ne trouve personne parce que les gens sont tous partis. Ils ne vont Ah, pas revenir. ah, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. En tout cas, bah, aussi pour ce projet, moi, je vous souhaite tout plein de succès. Et je vais passer encore à un autre aspect à un autre volet de votre palette. Et là, j'aimerais parler de l'armée. En fait, je voulais évoquer l'armée, mais j'aimerais en fait qu'on parle de l'armée et en même temps aussi de votre livre Les Chroniques de la caserne, parce que vous avez été militaire, mais vous êtes aussi un auteur. Et ce que je remarque en fait dans Les Chroniques de la caserne, c'est que vous racontez les aventures d'un certain Grey Tarema. Il faut pas mettre loin à comprendre que voilà, c'est l'anagramme de Jerry Tahama, qui est un jeune lieutenant du régiment blindé des forces armées togolaises, etc. On voit que voilà, quelque part, c'est vous. Du coup, est-ce que dans cette œuvre, les aventures que vous racontez constituent en fait une façon, une manière déguisée de parler de votre propre expérience au sein de l'armée togolaise? Non, non. Au fait, j'appelle souvent Grey Tamera mon alter ego. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est moi dans une œuvre de fiction. Parce que Mm. ben, les 5 nouvelles, par exemple, de parcours de Colonie de la Caserne, c'est uniquement des œuvres de fiction. Hein. Ok. Je mélange, bien entendu, de la fiction avec la réalité. Par exemple, la première nouvelle, je raconte en partie des aventures que j'ai vécues lors de nos stages commando, mais le Mhm. reste est complètement inventé. Par exemple, des choix difficiles, je raconte une partie de ce qu'on a pu vivre, par exemple, dans les moments durs, quand il fallait faire du maintien de l'ordre pendant les périodes D'élection. électorales, mais moi, je ne l'ai jamais fait Mm. parce que je n'ai jamais été déployé sur le terrain. Donc voilà, je mélange fiction, réalité. Je raconte sur la Côte d'Ivoire quelque chose que j'aurais pu vivre, mais que je n'ai pas vécu. Mais j'ai fait, par exemple, une partie de la mission en zone rebelle et tout ça. Donc voilà, Mm. c'est-à-dire que, en fait, je raconte ce que peut vivre un officier africain dans un régiment, même si ce n'est pas de la vérité, parce que j'y mets beaucoup voilà, beaucoup d'inventions, beaucoup de la création. Mais c'est ça tout l'intérêt d'être écrivain, de pouvoir mettre de la fantaisie, de l'imagination dans les récits.
Mhm. Et plus les gens pensent que c'est vrai, mieux je reçus mon coup. Bah, en effet. Et après, si vous y relatez, comment dire, des faits que des personnes dans votre situation, des militaires peuvent vraiment vivre, quelque part, ça nous permet aussi de mieux comprendre en fait la réalité, le quotidien, Oui, oui, non, c'était voilà, aussi en partie l'objectif. de Hein. ces Ouais, c'était un peu personnes-là. l'objectif de montrer, voilà, parce que Mhm. ben, moi, je suis plus militaire, donc je suis libre, de montrer un peu ce que les militaires vivent. Par exemple, des choix difficiles, je pense que c'est la deuxième ou la troisième nouvelle. Ben, ça montre le dilemme dans lequel un militaire qui va en interposition, Mhm. comment il est amené à prendre des décisions quand il prend des cailloux sur la tête, quand il perd des hommes et que ben, on lui dit non, mais il faut que tu aies de la retenue. C'est Mhm. pas toujours évident quand tu as perdu des hommes, quoi, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour montrer aux gens que c'est pas toujours évident, que on n'a pas, c'est pas blanc d'un côté et puis noir de l'autre. En effet. En tout cas, j'ai parcouru le livre, je l'ai lu de A à Z avant cette émission. Merci. Et ma foi, en fait, j'ai pas pu décrocher. Ce qui a fait même que j'ai peut-être encore moins bien préparé l'émission que je ne devais. Parce que, au lieu de continuer par chercher des informations et tout, j'ai passé mon temps à lire et puis Ah ben c'est j'ai bien, c'est bien. perdu, j'ai perdu C'est de très temps. bien ça. Franchement, félicitations et j'ai vraiment adoré. Chers auditeurs, bah, je vous invite hein, à aller à commander De le toute façon, livre. Il ils coûte peuvent pas cher. l'acheter sur la matin, hein, c'est facile. Oui, justement, c'est très facile. Je l'ai eu en un clic sur Harmattan, la version PDF. Donc voilà, allez vous le procurer, vous n'allez pas regretter. Et puis, comment dire, dans ce livre, on découvre aussi quand même pas mal de choses. Vu que vous y apportez un peu de réalité, on découvre quand même l'intensité des entraînements qu'un militaire peut avoir. On parle de, comment dire, des courses de plusieurs kilomètres, après peut-être environ 48 heures passées sans sommeil. On parle de moments où vous avez à peine, on vous donne à peine 3 minutes pour manger, et après ça repart. On parle du fait que souvent dans les entraînements à la nage, les entraînements de nage, les Africains, ils sont les moins bons. Est-ce que tous ces Non, éléments, les, les Noirs n'ont jamais été bons en natation. La preuve, on n'a jamais un champion du monde en natation. Mais ouais, non, ça par exemple, ça c'est plutôt de la réalité parce que Hmm, c'est ce que l'on vit en première année lors du stage commando. hmm. Oh, ok, d'accord. Et puis on apprend aussi pas mal de termes on a juste des infos sur comment dire la vie de militaire tout simplement. Je découvre qu'il y a ce qu'on appelle le jeudi militaire. Oui, au Parce Togo. qu'apparemment au Togo, les jeudis après-midi, les militaires ne travaillent pas pour compenser le travail du samedi. Ouais, Et, c'est une belle connerie, mais bon. et aussi, on parle du ballon militaire, qui Mhm. est du rugby joué comme du handball. Il y a Mhm. des expressions comme collationner, etc. Donc, Mhm. franchement, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, mine de rien, on apprend pas mal de choses. Donc, voilà, en tout cas, je recommande. Et puis, on vous invite à en produire davantage pour nous, hein. Nous sommes là pour consommer. Ah, mais maintenant, c'est la fête de devenir président là, qui prend tout mon temps, c'est ça le On problème. est- En tout cas, on est là et voilà, on vous soutient aussi dans, comment dire, dans cette aventure-là. Et puis aussi, vous avez créé les éditions Mofi récemment, c'est bien ça? Bon, les éditions Mofi existaient d'abord depuis 2011. Au fait, Ok. initialement, j'avais les éditions Mofi et j'étais le directeur des éditions L'Harmattan au Togo. Harmattan, oui. Voilà. Après, j'ai cédé l'Harmattan et puis bon, à partir de 2014, comme je l'ai dit, je suis rentré dans l'aventure politique, 2015 élections, 2018 élections. Donc bon, voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, ok. Mais on a un vrai problème avec le marché du livre au Togo. Vous avez dit qu'on abordera le sujet, donc je vais peut-être le laisser avant d'aller. Mais j'ai relancé donc les éditions Mofi pour pouvoir donner vie au livre numérique parce qu'en réalité, comme il n'y a pas de marché, là, vous voyez, vous avez voulu avoir le livre Parcours des combattants, vous n'avez pas perdu votre temps à attendre que le livre physique vous arrive. Vous achetez l'e-book, vous l'avez dans la foulée, vous le lisez, alors que 95% des éditeurs au Togo sont sur le livre Mhm. format papier. Et Oui. donc, du coup, ben, il faut, vous par exemple, qui êtes à l'étranger, envoyer un courrier au Togo pour et comment on appelle ça, quand on vous envoie le bouquin par, je ne sais plus quoi, Chronopost ou machin truc, ça va C'est prendre du temps. compliqué. Donc, pour donner l'avis au livre numérique, aujourd'hui, les livres que les éditions publient et Mofi publie sont à la FNAC, sont sur Amazon, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ce côté aventurier-là qu'on a lancé. Mais bon, peut-être on en parlera quand vous parlerez du marché du livre avec les éditions. On en parlera peut-être si on ne veut pas du marché du livre, mais
l'intérêt des éditions Mofi, c'est de faire du livre à la demande. Par exemple, là, on a investi beaucoup d'argent, près de 10 millions, pour mettre en place des équipements qui font qu'on édite les livres à l'unité. Comme il n'y a pas de marché du livre, on fait par exemple 50 ou bien 30 bouquins quand la personne veut faire une dédicace et on édite à l'unité. Donc ça permet comme ça que l'écrivain ne soit pas amené à verser des millions de francs et ne même pas vendre les livres parce que les Togolais malheureusement ne lisent pas. En tout cas, comme vous aviez évoqué le sujet tout à l'heure, vous m'avez pris un peu de cours en avançant le sujet qu'on devait aborder dans le sujet taillé sur mesure pour l'invité. Donc, bon, je propose qu'on fasse directement la transition et puis qu'on continue la discussion sur ce sujet. Et en fait, nous n'aurons pas un seul sujet taillé sur mesure, mais nous en aurons deux. Donc, chers auditeurs, allons-y. Gars, dis-moi, est-ce que tu as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Alors, Monsieur Jerry, j'espère que vous passez un bon moment parce que là, je me régale à vous écouter. Et tout à l'heure, on parlait de... le sujet que je voulais aborder, c'était l'entrepreneuriat avec vous, mais pas l'entrepreneuriat de manière générale. On a parlé en fait de l'investissement dans l'écotourisme et tout ça, mais j'aurais souhaité qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur voilà, le marché du livre, par exemple. Le marché du livre, pourquoi? Parce que même moi, j'ai publié un livre aussi en 2020. J'ai compris un peu les difficultés qu'on pouvait avoir pour vendre chez nous. Et au final, j'ai été obligé de me débrouiller tout seul pour m'occuper de toute la campagne de communication et de marketing. Donc, à travers les éditions Mofi, tout à l'heure, vous nous disiez que voilà, vous essayez de mettre en place en fait, un système qui permette en fait de vendre des livres à l'unité et aussi de rendre les livres disponibles sur les plateformes numériques en Europe pour un accès beaucoup plus facile. Alors, est-ce que vous souhaitez, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, d'abord, le vrai problème, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais les Togolais n'aiment pas lire. Ce n'est pas une affaire des Africains n'aiment pas lire parce que moi, j'ai des partenaires dans les librairies au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Moi-même qui n'étais pas béninois, je vends beaucoup plus facilement mes livres au Bénin qu'au Togo. Donc, il y a un vrai problème. Je vous ai dit, j'ai ouvert la librairie à Matan en 2010, 2011, 2012. À Lomé, j'étais sur le boulevard circulaire, donc vraiment j'avais pignon sur rue, mais 98% des gens qui venaient acheter nos bouquins, c'était des expatriés. C'est-à-dire que si un Togolais venait acheter un bouquin, c'est ça peut-être quelque chose qu'on lui a demandé au programme scolaire. Donc il y a ce problème-là qui fait que si vous n'avez pas de marché, vous ne pouvez pas vendre. Aujourd'hui, la plupart des maisons d'édition commandent plutôt des contrats à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui paye tout. L'impression du livre, et ainsi de suite. Donc, le résultat, c'est que en fait, vous vous retrouvez avec 500 livres ou 1000 livres qui va finir par pourrir dans vos cartons. Parce que, vraiment, même les librairies, la plupart des librairies, ils te prennent 2 ou 3 livres et au bout de 6 mois, les 3 livres ne sont pas partis. Donc, c'est beaucoup plus pour ça. Mais au même moment, nous avons un besoin de conserver de la mémoire de notre peuple. C'est-à-dire que les livres, c'est ce qui se transmet de génération en génération parce que c'est le moyen de transmission de la pensée, de notre vécu. Donc, c'est en mettant en face les deux réalités. La réalité que il faut mettre de l'argent. Et donc, beaucoup de personnes vont faire de belles œuvres, mais qui ne vont pas exister parce que ça coûte trop cher. Et l'immortalité des livres. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les éditions Néa, on ne trouve plus aucun ouvrage d'édition Néa parce que comme ils faisaient que du papier, aujourd'hui, ils sont fermés et tous leurs bouquins, en dehors de ce qu'on peut retrouver dans certaines bibliothèques, il n'y a plus rien. Donc, aujourd'hui, avec un partenaire allemand, nous pouvons donc numériser les livres pour qu'on puisse les avoir sur les plateformes ad vitam aeternam. Mais au même moment, on peut commander le livre papier, il n'y a pas de souci, comme on le fait avec l'Harmattan, ainsi de suite. Mais au même moment, au niveau du pays, au lieu d'avoir des gens à qui on va demander des contrats de 1 million, 1,5 million, c'est qu'on ramène quand même à des proportion, je pense que la plupart de nos factures tournent autour de entre 300 400 000, voire même parfois 200 000 en fonction de la taille du bouquin.
Ça permet comme ça des écrivains, des textes qui sont intéressants d'exister. Et de temps en temps, même quand on a un coup de cœur, on fait une édition à compte d'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur ne paye rien parce que nous considérons que le texte est suffisamment bon et il faut qu'il passe à la postérité. Donc, c'est ce que nous faisons. Bon, maintenant, si le ministre du Tourisme nous écoutait ou bien de la Culture, s'il pouvait nous envoyer un peu d'argent, ce ne serait pas mauvais, non? En tout cas, j'espère qu'il aura l'occasion de nous écouter. J'en doute un peu, mais on ne sait jamais. Et après, pour comment dire, répondre en fait à comment dire, au problème du manque de lecture de la population togolaise, que pensez-vous que nous pouvons faire? Moi, quelque part, je me dis que c'est peut-être aussi une question d'éducation, tout simplement. Si on Non, c'est essaie l'éducation. de développer comment dire, des mesures de motivation à la lecture dès le bas âge et tout ça, je pense que voilà, avec le temps, la situation pourra évoluer positivement. C'est une question de motivation. Moi, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai pris le goût de lecture parce que mon père m'a offert des bouquins très tôt. Et aujourd'hui, nous avons une grosse concurrence qui est les télévisions, les tablettes et machin truc, donc c'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est une question. Il faut qu'on rende, par exemple, un certain nombre, comme on le faisait autrefois dans ce pays, c'est-à-dire qu'un certain nombre de résumés de livres obligatoires. Il faut que dans les écoles, ils puissent avoir des bibliothèques pour qu'on puisse demander à des élèves de ramener des résumés de livres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le livre qui est mauvais, c'est la motivation. Quand tu te plonges dans un livre, tu prends goût et tu oublies tout le reste. Beaucoup de personnes, quand ils prennent un bon livre qui est intéressant, ils oublient même d'aller regarder son téléphone. C'est comme vous le dites, vous avez pris mon bouquin, une fois vous avez accroché. Donc, aujourd'hui, il faut que ça commence au niveau des parents. Mais comme nous, parents, beaucoup de parents ont pris la mauvaise habitude de ne pas lire, donc il faut que le gouvernement mette en place un certain nombre de mécanismes obligatoires, à savoir des bibliothèques dans les établissements et des obligations de résumé de livres. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, moi, à l'époque, moi, j'ai fait le collège Chaminade, il y avait une librairie dans le collège Chaminade. J'étais à Niantougou, il y avait une bibliothèque à Niantougou. Mais aujourd'hui, tu as des élèves qui font tout leur cursus scolaire sans jamais avoir vu un livre. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent développer le goût de la lecture après quand ils vont arriver à l'université? Donc, il faut une grande politique générale qui, dès le cours primaire, amène les enfants à lire de façon, même si c'est obligatoire. Après, dedans, ce n'est pas tout le monde qui va développer le goût de la lecture, mais on en a quand même un certain nombre qui vont aimer. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'Occident, la France que je connais un peu bien, à la rentrée littéraire, c'est des millions de livres qui se vendent, alors que c'est pas comme en France, les gens n'ont pas de téléphone, n'ont pas d'internet ou bien de télévision. Mais malgré ce qu'il existe tout ça, mais les gens sont accros à la lecture. Vous rentrez dans le métro, bien machin, tout. Les gens il y a une partie de personnes qui sont sur les smartphones, mais il y a une autre partie aussi qui tient son bouquin, qui le lit. Et même ceux qui sont sur les smartphones pour l'usure, en fait, ils sont sur des e-books. Donc, voilà, c'est ça. Donc, du coup, il faut peut-être ramener ça. Il faut qu'il y ait une politique globale de retour à l'amour de la lecture et d'amener de faire des séances de lecture publique, de créer des prix de lecture, ainsi de suite. Et puis voilà. En effet, je partage complètement votre avis. Et à cela, je vais soumettre à votre appréciation un autre avis un avis complémentaire, qui est la nécessité pour les auteurs togolais de se promouvoir davantage. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que les auteurs togolais eux-mêmes ne sont pas assez visibles. Parce qu'au Togo, on a quand même quelques personnes qui sont férues de lecture et tout ça, mais j'ai l'impression, en tout cas de ceux que je connais, que voilà, les auteurs togolais ne sont pas du tout visibles à leurs yeux. Je ne sais pas si, comment dire, peut-être je fais fausse route, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une réalité. En fait, il y a pas de moi, j'appartiens à l'association, il y a l'association des écrivains du Togo, mais toutes ces associations-là ont ce qui fait le tort du Togolais, c'est que, en fait, vous êtes ensemble et vous passez tout votre temps à essayer de vous mettre les bâtons dans les roues et donc rien n'avance. Moi, je pense que la première fois, je me souviens que j'ai rencontré un écrivain, j'étais heureux comme quelque chose. J'étais au lycée, j'ai rencontré, en plus, c'était pas un écrivain, c'est un poète. J'avais lu quelques-uns de ses poèmes, j'étais très content. Mais aujourd'hui,
je pense qu'il n'y a pas une mise en disponibilité, peut-être par exemple des écrivains qui peuvent aller soit sur des émissions littéraires, on n'en a pas beaucoup, ou peut-être même dans des établissements pour faire parler de leurs livres et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on demande à un jeune Togolais, ben, cite-moi le nom de 3 auteurs, c'est pas évident qu'il puisse en citer et c'est pas normal. Alors que nous, à notre époque, on pouvait citer, bon, à l'époque, il y avait les Kanye Alain Birodo et tout ça, on les connaissait, on avait lu certains de leurs œuvres ou bien on connaissait au moins certains titres. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je suis totalement en fait cet avis-là. Et à titre personnel, en 2020, quand j'ai publié mon livre, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Mais voilà, on a beaucoup insisté sur la communication. On a essayé de toucher les canaux de communication que des artistes de la chanson feraient. Et finalement, voilà, au Togo, j'ai pu vendre peut-être environ 300, 350 livres. Et il y a des amis qui me disaient que c'était déjà très bien. J'en ai vendu peut-être 200. Si vous vendez au Togo, si vous vendez 50 livres, vous avez tué l'enfant du roi. Ben, bien sûr. Et du coup, mais le truc, c'est que j'ai fait de la promotion comme un artiste de la chanson irait défendre un nouveau single, en fait. Le vrai problème, c'est qu'après, quand vous allez faire les comptes, vous allez vous rendre compte que l'investissement que vous avez fait pour faire la promotion de votre livre, la vente du livre ne couvre pas ses charges. C'est ce qui se passe souvent avec les écrivains, parce que ben, la personne déjà qui met de l'argent pour faire sortir son bouquin, aucun éditeur n'est prêt à partir du moment où, comme je l'ai dit, les charges ne permettent pas, la vente ne permet pas de couvrir les charges. Aucun éditeur ne va être prêt à suivre les mêmes canaux qu'un artiste, par exemple, pour faire sa promotion. Donc, après, on finit par être bloqué parce que ailleurs, par exemple, il y a des subventions qui permettent de régler ces problèmes, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, vous allez voir que les moyens que vous allez mettre pour faire la promotion de votre livre, la vente du livre ne permet pas de couvrir tous ces moyens-là, malheureusement. En effet, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, il faudrait que je précise aussi que dans mon cas, j'ai bénéficié de l'appui de plusieurs personnes sur des médias qui ont généreusement voulu me recevoir sans que je n'ai à payer. Donc là, tu vois, ça a aidé. Et, mais après, il faut que aussi voilà, les hommes des médias puissent vivre de ce qu'ils font. Donc, en fait, l'idée serait de pouvoir trouver un système où tout le monde pourrait s'en sortir gagnant. Donc, aujourd'hui, l'une des solutions que moi je propose, c'est de voir avec les entreprises, les grandes entreprises, qui vont commander un certain nombre de livres pour mettre dans leurs étrennes. Aussi. Comme ça règle un peu le problème parce que les gens, c'est bien toutes les années d'offrir des calendriers, des agendas, machin truc, des agendas qui coûtent souvent plus cher que les livres. Mais une grande entreprise peut dire, ben, je vais commander 5000 livres de cet auteur pour les offrir. Ça règle les deux problèmes qu'on a dit, la disponibilité des livres. Et puis ensuite, ça va permettre quand même aux auteurs, aux maisons d'édition de vivre. Parce que la plupart des maisons d'édition n'arrivent pas à vivre de leur art. Donc c'est ça. C'est pour moi la solution, ça peut être ça. Et on peut l'étendre même au ministère. Que à la fin de l'année, que le ministre de la Culture donne la liste d'un certain nombre d'ouvrages que les ministères achètent et distribuent à leurs partenaires habituels au lieu des calendriers, des agendas. Tout simplement. Ouais. En tout cas, ça, franchement, je pense que nous pourrions nous éterniser sur cette discussion et voilà. Franchement, je me dis, ce sera peut-être une conversation que nous pourrons mener un peu plus tard et essayer ensemble de trouver des solutions. Pourquoi pas? Moi, je serais totalement ravi. J'en serais totalement ravi. Et là, vu que nous sommes un peu pris par le temps et il ne faut pas que je vous retienne trop longtemps, je vais vous poser une deuxième question par rapport à cette partie qui m'a été suggérée par un ami et cousin capitaine de l'armée en ce moment, qui en fait m'a demandé de vous poser la question de savoir votre avis sur le service militaire obligatoire. Le service militaire obligatoire, il a des avantages et des inconvénients. Pour moi, je pense que l'avantage du service militaire, c'est l'éducation citoyenne. Oui. Parce que par rapport à ce que moi j'ai vécu dans l'armée, je pense qu'il y a beaucoup de choses devant lesquelles j'ai un comportement qui est différent. Je ne m'apitoie pas sur mon sort, je ne me plains pas, je ne considère pas que si on coupe le courant, c'est la fin de la journée, qu'on ne peut plus rien faire. Maintenant, il y a aussi parfois des craintes en ce qui concerne la maîtrise des armes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que déjà au niveau du grand banditisme,
citadins, il y a des armes qui circulent. Et sur le plan sécuritaire, les gens se posent la question, est-ce que le fait que beaucoup de personnes connaissent le service des armes ne serait pas un danger? En ce qui me concerne, si demain je suis président, je mettrai le service militaire obligatoire parce que je considère que aujourd'hui, tous ceux qui font le service militaire sont déjà une armée de réserve et la menace, elle est beaucoup plus de l'extérieur. Donc pour moi, ce n'est pas uniquement l'utilisation des armes qu'on apprend dans l'armée, mais c'est vraiment le service citoyen. Et je considère que si vous prenez la population des anciens combattants et la population de tous ceux qui ont quitté l'armée volontairement, ils ne sont plus dans l'armée, ils maîtrisent le maintien des armes, mais ils n'ont jamais été un danger pour la République. Donc pour moi, le service militaire serait une bonne chose parce que ça va permettre réellement la formation citoyenne à l'ensemble de nos compatriotes. Voilà qui est clair, voilà qui est riche comme sujet taillé sur mesure. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Donc, on va rapidement passer à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire l'outro. Et voilà. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Alors, Monsieur Jerry, franchement, merci beaucoup pour la richesse de vos interventions, pour les mots bien tranchés, bien choisis, bien clairs, précis et tout. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. J'espère que c'est aussi le cas des auditeurs. Et là, en fait, on rentre dans la dernière partie de cette émission où, en fait, un peu comme les questions tout caratives du début, je vais vous poser juste des questions comme ça qui vont peut-être donner lieu à des anecdotes, à des réflexions philosophiques, etc. Donc, ou à des informations toutes simples et toutes bêtes sur vous. Hein. Donc, voilà, j'ai préparé un ensemble de, je crois, 6-7 petites questions. Et voilà, vous me répondez vraiment du tic au tac. Et puis, voilà. Donc, vous êtes prêts? Oui, c'est bon, on y va. Allez. Ok. J'avais oublié la première que j'avais préparée. Alors, Monsieur Jerry, vous êtes, et encore, je répète, vous êtes libre de répondre. Et si vous ne souhaitez pas répondre, on peut passer à la suivante. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré et pourquoi? J'ai pleuré tout récemment en voyant la vidéo d'une petite Palestinienne qui avait été tuée par les bombes et son grand-père qui l'embrassait pour la mettre dans un seul. Ça m'a tellement fait mal parce que la petite avait l'âge de ma fille et imaginais ce que je pouvais ressentir si je me retrouvais dans cette population, dans cette situation. Non, ça m'a pas fait. Je n'ai pas honte d'avoir. Oh, ok. Ah, mais du coup, mais dans votre activité, enfin, lorsque vous étiez en activité en tant que militaire, vous n'avez jamais eu, vous n'étiez jamais tombé dans de telles situations? Non, bah j'ai été dans l'armée, j'ai été à des missions, il y a des gens qui m'ont tiré dessus, je leur ai tiré dessus, on s'est tous ratés, chacun rentré chez lui, et puis voilà. Oh. Ok, parce que là, nous, quand on pense aux militaires, on pense à un cœur de pierre, à quelqu'un qui s'émeut très difficilement. Non, aucun militaire n'est un cœur de pierre. Les militaires jouent un rôle, jouent un truc sur le terrain. Personne, tout le monde a peur, mais personne ne montre sa peur. Mais en dehors de ça, nous sommes des pères de famille, nous sommes des enfants de quelqu'un, nous avons pour beaucoup eu la même éducation, donc avec la même sensibilité. Et c'est bien de le dire là maintenant, de le redire. Par exemple, j'ai été sur le terrain, j'ai vu des cadavres, mais je n'ai pas réagi de la même façon que cette scène-là, par exemple. Non, ok. Après, j'imagine aussi que le contexte, le cadre est différent. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est que quand vous êtes chez vous et que vous voyez un grand-père qui ramasse sa fille, et puis vous avez les vidéos de la complicité qu'ils avaient ensemble, et vous le voyez avec sa fille en train de l'ouvrir les yeux pour lui faire des bisous sur les yeux, ça fait mal. En effet, ça touche différemment. Alors, à partir de quand considérez-vous qu'on est riche? Si vous avez une moto à Lomé et que vous avez une petite chambre salon, ça vous va. Ok. Donc,
non, en fait, bon, la question est biaisée. À partir de quand on peut considérer qu'on est autosuffisant avec aujourd'hui 200 à 250 000 francs à Lomé, en ayant une moto minimum, on peut considérer qu'on est autosuffisant. Maintenant, riche, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de, la richesse est dans la tête. Ok, d'accord. Alors, quel a été votre acte le plus généreux? Quel a été l'acte le plus généreux que vous avez posé dans votre vie? Oula, ben, j'en ai fait beaucoup d'actes généreux. J'en ai fait beaucoup, mais le souvenir que je garde en 2019, il y a une école qui a été décoiffée dans ma zone et il fallait absolument, parce qu'on avait besoin dans un mois, on devait faire le CPD dans l'école et il fallait à peu près 2 millions pour couvrir l'école. Et puis, ben, à l'époque, j'avais peut-être 2 500 000 sur mon compte et j'ai mis les 2 millions pour faire l'école. Donc voilà, oui. Je pense que... Voilà. Sur 2 millions parce que les gens pensent que j'ai mis 2 millions pour recoiffer l'école rapidement parce que c'était important et que ben, j'avais déjà engagé d'autres frais dans beaucoup d'autres trucs. J'avais fait un crédit quelque part. Donc du coup, voilà, j'ai engagé les 2 millions pour retaper l'école. Ah, ça, il faut le faire, hein. En tout cas, merci à vous. Je suis sûr que... C'est ça où les enfants, ils n'avaient pas fait le CPD sous un toit, quoi. Donc, voilà. Ah bah, j'imagine que voilà, la communauté locale là-bas a eu l'occasion de vous remercier énormément pour ça, mais je m'associe à eux aussi. L'année là, on doit présenter des candidatures et puis notre liste a été validée dans la zone, donc bon. Ah oui. Mais bon, moi, 90% des choses que je fais, je ne les fais pas pour avoir un retour politique. Je le fais parce que je pense que j'ai les moyens de le faire et que voilà quoi. Parce que quand vous tapez le toit d'une école, il n'y a pas que les enfants des militants du net, c'est tout le monde qui est et puis les enfants ils sont contents. Et c'est des enfants du coup primaire, donc c'est pas des enfants qui votent quoi. Donc bon, on le fait parce qu'on est humain et que ça répond à un besoin. Maintenant après s'il y a des retombées, tant mieux. Tant mieux. Ah, c'est parfait. En tout cas, c'est en tant qu'être humain, voilà, c'est le comportement que nous devrions tous essayer, en tout cas, d'avoir quoi vis-à-vis de l'autre. Et puis voilà. En tout cas, merci pour ça. Et alors, qui est la personne la plus connue de votre carnet d'adresses? Ma femme. Ah ouais. Ouais, ma femme, aujourd'hui, je me demande entre elle et moi qui est le plus connu. Elle a été première dauphine de je ne sais plus quelle année. Elle a été longtemps animatrice de LCF, organisatrice, animatrice télé, machin, tout. Donc, du coup, dans mon carnet d'adresse, la première personne qui est la plus connue, c'est ma femme. Non, ok, d'accord. Non, ça c'est le genre de questions, il ne faut même pas aller chercher loin. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a un talent que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas? Jouer au saxophone. J'ai acheté un saxo, j'ai soufflé dedans, il n'y a jamais rien qui est sorti. Ce truc m'a coûté cher. J'ai pris un truc, lui il siffle, ça sort, moi je souffle, il n'y a rien qui sort. C'est la chose que je déteste. Je aimé vraiment être. Je me voyais un homme à nous du bongo, mais je n'ai jamais rien sorti de ce machin-là. Ah ouais, bah, il ne faut pas perdre espoir, hein, je pense. Non, je vends le saxophone. Je profite de votre truc pour dire si quelqu'un achète un saxophone qui vient par le mien. Ok. J'ai fait un achat inutile. Ah, en tout cas, le message, il est passé. Donc, avis aux personnes intéressées, vous pouvez me contacter. Et puis, voilà, je ferai le lien avec vous. Vous pouvez réagir en commentaire et voilà, on fait ça tranquille. Alors, quel a été le moment le plus marquant de votre vie jusqu'ici? Le moment le plus marquant, je pense que c'est le jour où j'ai eu les résultats des élections législatives. Parce que, en fait, c'était l'aboutissement d'un long combat que j'ai commencé en 2012. J'ai été candidat en 2013. J'ai été aux élections présidentielles. Et on va dire que c'était la première fois que j'obtenais un résultat de mon engagement politique. Donc, ça m'a beaucoup ému. Parce que jusque-là, on était dans les rangs. Et puis, vous savez, le parti politique, c'était un parti de jeunes. Je suis peut-être le plus âgé dans le groupe. Et donc, voilà, quand j'ai appris que d'abord, je rentrais à l'Assemblée nationale et qu'on avait quand même 3 députés qui rentraient à l'Assemblée nationale, je pense que
c'est l'une des émotions les plus fortes. Il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est l'une des émotions les plus fortes. Parce que moi, je suis un vrai passionné de la politique et j'ai toujours considéré qu'on peut faire beaucoup de choses en étant député. Et de toute façon, j'ai apporté la preuve aussi qu'on peut faire des choses en étant député, ce que j'ai pu faire en 5 ans. Donc, ouais, la plus grande émotion, c'est peut-être ça. Découvrir que je suis député, c'était quand même quelque chose de très fort. Ah ouais. Ah bah ok, d'accord, merci beaucoup pour ce partage. Et pour finir, je vais juste vous demander un mot, d'accord, pour définir ou pour vous rappeler la mémoire de, ou pour évoquer ou pour caractériser, voilà, les personnes ou les sujets que je vais évoquer. Alors, un petit mot pour définir ou caractériser votre père. Un charmeur. Je l'adore, mais il est mort. Ah, paix à Charmeur. son âme. Mm. Votre compagne, votre femme, Douce. le projet Kajika, Aventureux. et enfin cette émission, pour finir. Amusante. Merci. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse tenir d'environ 1 heure parce que je sais que vous avez, Ça vous avez va. des engagements. J'ai 3 journalistes qui viennent à mon bureau tout à l'heure, donc ça va. Bah, Je vais continuer justement, avec eux. donc franchement, je vous dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir. L'idée aussi était de, voilà, de mettre un tout petit peu la lumière sur ce que vous faisiez à côté, sur votre parcours atypique et aussi voilà, sur la personne que vous êtes. On en a découvert des choses et j'en suis très, 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 très ravi. Sur ce, bah, je vous laisse peut-être la parole pour un dernier mot que vous voudrez peut-être partager avec mon petit auditeur, mon petit auditoire. Une bonne et une heureuse année à tous vos fidèles auditeurs, parce que nous sommes toujours quand même au niveau de l'année. Et puis, profiter pour partager donc, avec vous cette citation qui m'accompagne au quotidien. C'est un proverbe zoulou qui dit « Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors, pourquoi reculer ?» Eh bien, merci. Pourquoi reculer? Il n'y a pas de raison. Nous allons avancer, continuer, encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. L'essentiel sera d'essayer d'arriver là où nous avons envie d'être. Donc, merci beaucoup, honorable député, Monsieur Jerry Tahama. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et chers auditeurs, pareil, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous donne rendez-vous dans environ 2 semaines pour un nouvel épisode. Bonne soirée chez vous ou bonne journée et à très vite.